Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Sans filtre dédié aux actualités du business et de l'intelligence artificielle. Que tu sois novice ou déjà initié, cet épisode est conçu pour t'éclairer sur le sujet. Let's go. Merci à toi de participer à notre interview. Ça fait plaisir d'être là. En tout cas, j'ai écouté un peu le podcast du coup, puis j'ai vu qu'il y a déjà des beaux invités, donc c'est cool. Ah bah super, on t'en fait partie du coup, donc ça nous fait plaisir. C'est cool. Du coup, on commence toujours, on va essayer d'avoir une sorte de rituel avec notre podcast. Ouais. Si tu peux te présenter et un petit peu expliquer ton parcours, mais assez court. Ouais, en plus, surtout que moi j'aime bien parler, donc je vais essayer de faire un effort là-dessus. Ça marche. Donc moi c'est Guillaume, j'ai 27 ans, je suis entrepreneur. Bon, ce mot-là, je l'aime pas trop. Alors j'aime bien ce qu'il signifie, mais je suis plus solopreneur aujourd'hui. J'ai fondé plusieurs projets qui sont utilisés aujourd'hui dans le monde du SEO et dans le monde de l'édition de sites, surtout dans l'affiliation. Donc je suis le fondateur d'affilisting.com et de différents outils comme Gersite.ai et puis il y a aussi linkazoo.com, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc moi mon parcours il est bref, hein. J'ai été autodidacte dans le code très très jeune. À l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à coder dans ma chambre entre deux parties de LOL ou ce genre de jeu. Et puis après, j'ai trouvé un premier emploi en tant que développeur. J'ai fait quelques CDI, puis j'ai vite compris qu'on pouvait gagner beaucoup plus d'argent en étant freelance. Donc je suis passé freelance pour des grands comptes. Et puis en parallèle de ça, j'ai lancé des business. Et aujourd'hui, je vis de ces business et encore un peu de prestations avec des clients historiques avec qui je m'entends super bien. Et voilà, mais ça représente une partie de mon activité aujourd'hui qui est réduite honnêtement la presta, donc voilà. Et puis je suis dans ce podcast avec vous pour parler de moi et puis de plein de sujets intéressants, quoi. Ouais, beau parcours déjà pour commencer, vu que tu parlais quand t'étais jeune et donc quand t'étais adolescent. Et donc on va revenir un petit peu en arrière. Et est-ce que t'as un souvenir marquant de ton enfance qui a joué vraiment un rôle important dans la personne qui était devenue aujourd'hui ou liée à l'entrepreneuriat, par exemple? Moi j'en ai un qui est marquant et je pense qu'il va marquer. Alors je sais pas quel âge vous avez, de quelle génération vous êtes. Moi, Mehdi, j'ai 36 ans. Ah, tu donnes ton Ok. âge du coup? Parce qu'à la base, on donnait pas notre âge. Moi, je donne. Ça vous êtes piégé. Je donne, c'est pas grave. Si. Moi, je suis un petit peu plus jeune que Mehdi. Voilà. D'accord, ok. Donc vous êtes un peu plus âgé que moi, en gros, de ce que je comprends. Moi, vous avez peut-être été marqué par ça aussi, mais moi, ma génération, elle a été marquée par un jeu incroyable développé par des Français, basé à Roubaix. Je pense que là, déjà, la plupart de l'audience voit de quel jeu je parle. Je parle bien évidemment de Dofus. Et ce jeu, on en parlait sur Twitter avec plusieurs entrepreneurs qui sont un peu qui ont un peu mon âge. Ça a marqué toute une génération pour plusieurs choses. Déjà, moi, c'est grâce à ce jeu vraiment que j'ai commencé à faire de l'argent sur Internet. Je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais en fait, si je donne la phrase de Forge Magie, j'ai l'anneau PAPM, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Et en gros, l'idée, c'est que j'arrivais à faire un maximum d'oseille dans le jeu, que je revendais en fait contre du vrai cash. Je crois que mes parents sont même pas au courant que je faisais ça. Et j'arrivais des fois à me sortir des cartes. Donc j'ai été payé en PaySafe Card ou ce genre de truc. Et j'arrivais des fois à accumuler 500 balles sur un mois comme ça, parce que j'étais un cramé du jeu et parce que à l'époque, à cet âge-là, je pouvais faire que ça en réalité, puisque je pouvais pas jouer à d'autres jeux, etc. Et c'est comme ça que j'ai aussi commencé donc du coup à faire mes premiers sous. Et ce jeu, il a une dimension assez particulière parce que l'économie, c'est central dans ce jeu et ça t'apprend vraiment des bases. Et on en discutait avec des potes à moi qui aussi ont des business aujourd'hui et qui tournent plutôt bien. C'est que ça t'apprend l'économie, en fait, la vente de marché et tout. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce jeu et il y a des similarités avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont de ma génération et ils ont tous plus ou moins joué à ce jeu. Et donc, je dirais que c'est ça le souvenir qui m'a marqué pendant mon enfance, ouais. Ouais, c'est marrant que tu parles de ça. Moi, pour le coup, j'ai pas trop joué à Dofus. Je crois que c'est pareil pour toi, Antoine. Non. Mais dans beaucoup de podcasts ou dans beaucoup d'interviews, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs qui en parlent et c'est grâce à ça que ça leur a mis le pied à l'étrier un petit peu pour les premiers business, mine de rien. Eh ben voilà, tu vois, c'est commun. Ok. C'est original, je trouve, en tout cas. Et c'est plutôt passionnant. Ouais. Je connais Dofus, tu vois, mais c'est vrai que j'aurais pas vu ça comme ça, c'est vrai.
Ah ouais, c'est vraiment un truc de ouf. C'est le truc qui me marque le plus pendant mon adolescence, quoi. C'est vraiment, je faisais que ça, quoi. Je crois que j'ai un nombre d'heures de jeu là-dessus qui est phénoménal, hein. Si je convertis ça, à ce que je facturais en presta, je pense que je serais millionnaire. C'est clairement, là-dessus, juste avec la presta, je serais millionnaire, quoi. Non, mais vraiment. Et c'est vrai que c'est commun à beaucoup de personnes. Donc, je suis pas surpris que vous ayez déjà entendu parler de ça. Et c'était à partir de quel âge, du coup, que tu as commencé à jouer à ce jeu? C'était jeune ou c'était plus quand tu étais ado, on va dire, à 13-14 ans? La première fois que j'ai dû jouer au jeu, j'avais peut-être 11 ans, quoi. 11-12 ans, c'est un pote. Parce que moi, en fait, alors j'ai toujours plus ou moins habité en campagne, donc j'avais pas une connexion de ouf à cette époque. Et je me souviens très bien, c'est un pote qui m'avait filé le jeu sur une clé USB, donc c'est un truc que déjà, je vous parle de clé USB aujourd'hui, je pense que on n'utilise même plus ce genre de device. Et en fait, j'avais une connexion tellement pourrie que c'était le seul jeu auquel je pouvais jouer. Vraiment, c'était et donc j'ai joué de mes 11 ans à franchement, je pourrais dire facile jusqu'à mes 16-17 ans, quoi. Donc tu vois, il y a quand même une grosse période, quoi. Excellent en tout cas. Mais t'as fait des revenus à partir de quel âge, si c'est pas indiscret, grâce à ce jeu, ou c'était tout de suite, ou c'était plus quand tu commençais à être ado? Alors en fait, ça n'a pas été tout de suite, hein. À 11 ans, j'étais plus en mode vas-y, je découvre le jeu. Alors je me suis vite confronté à une difficulté, c'est que pour jouer à ce jeu, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, mais c'est un business model en fait qui tourne autour de l'abonnement. Tu payais en fait, moi je me souviens très bien, j'ai encore la musique dans la tête quand je dégainais le téléphone pour acheter un code audio qui me permettait de pouvoir jouer pendant un mois. Et j'ai vite été confronté ok, je dois me payer mes mois d'abonnement, tu vois. C'est un truc un peu idiot, mais genre du coup au début j'étais vraiment dans la version gratuite du jeu et je torchais cette version là mais pendant genre des mois. Et en me disant putain mais un jour c'est l'autre version, la version payante, donc l'autre village qui est en bas où je peux pas aller, etc. Un jour j'irai. Et en fait du coup j'ai commencé au début à soudoyer mes parents pour avoir mes premiers mois d'abonnement. Ça a marché au début, sauf que comme j'avais des mauvaises notes à l'école parce que le jeu prenait une partie complète de ma vie, il y a vite un moment où j'avais plus les abonnements, donc j'ai dû me débrouiller. Et en fait eh bien j'ai commencé je suis tombé alors au niveau de l'âge, c'est un peu flou, mais je dirais vers 13-14 ans, je suis vite tombé sur les fameux sites d'achat de Kama en ligne ou je me souviens aussi sur WoW, tu pouvais acheter des PO sur ces sites-là. Et du coup, c'était une plateforme, c'était une marketplace en fait, hein, tu pouvais vendre aussi. Et j'ai commencé comme ça en fait, et puis j'ai pu me payer mes abonnements comme ça au début. Et ensuite, après, j'ai vu que je gagnais beaucoup plus d'argent en jeu que nécessaire pour payer mes abonnements, et j'ai commencé en fait à retirer cet argent en fait dans la vraie vie. Voilà, donc plus je dirais les premiers revenus, c'est vers 13-14 ans. Ouais. Ok, c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de personnes, n'empêche, ont commencé un peu l'entrepreneuriat grâce à ce jeu, parce qu'en fait, fallait payer les abonnements, et du coup, c'était un petit peu ce qui a permis au début de faire de l'argent, mine de rien. Eh ben c'est ça, ouais, c'est ça. Je pense que vraiment c'est la difficulté t'es pas autonome à cet âge-là. C'est genre t'es avec tes parents, enfin voilà. Et cette difficulté de devoir te débrouiller toi-même pour pouvoir jouer, parce que la seule source de revenus, elle t'est bloquée. Voilà, t'es obligé de te débrouiller. Et je pense que ouais, c'est ça qui est commun en fait aux personnes qui ont joué à ce jeu et qui aujourd'hui sont à leur compte ou ont des business. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, donc après, t'es arrivé vers 14-15 ans, comme tu me disais, tu t'es plus mis aussi peut-être dans le code, du coup, de ce que je comprends. C'est ça, exactement. En fait, alors moi, j'ai une période vers 14-15 ans, où en gros, j'ai toujours été un créatif. Et j'ai découvert, alors vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec le code, j'ai découvert Photoshop. Et alors Photoshop, quand j'ai découvert ce logiciel, je me suis dit, c'est génial, je peux vraiment créer ce que je veux. Et c'est vrai que là, en reparlant de ce logiciel, j'ai des souvenirs assez incroyables avec ce logiciel. Et j'ai commencé à créer des logos, des bannières, etc. sur YouTube. À l'époque, YouTube, vraiment, je sais pas si vous avez connu cette époque. Je pense que oui, mais il y a une époque sur YouTube où tu pouvais tout personnaliser. C'est-à-dire que sur YouTube, le fond, la chaîne, enfin, tu pouvais vraiment tout personnaliser. C'était une époque incroyable. Petit peu comme Twitch, un petit peu maintenant, pour qu'on peut. Ouais, c'est ça. Mais je me souviens, tu pouvais mettre des boutons
des boutons et tout un peu partout. Enfin, vraiment, c'était assez fou. Et j'ai commencé en fait. Alors, je joue à Call of Duty aussi. On en parlait à ce moment-là. Et il y avait énormément de montages, des compilations, etc. sur Call of Duty. Il y avait des teams qui se formaient. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais par exemple, je pense à la Team FaZe. C'est devenu aujourd'hui une entreprise qui fait des millions de dollars. Et ben à la base, voilà, c'est des geeks sur Call of Duty qui ont créé une équipe et qui ont créé vraiment un truc incroyable. Et là où je veux en venir avec Photoshop, c'est que ces teams-là, ils avaient besoin de logos, de bannières, de tous ces trucs comme ça. Et en fait, je me souviens, c'était l'époque où j'étais sur Skype à fond. Et en gros, j'étais missionné par ces personnes-là pour leur faire des logos, des packs de logos, des packs de bannières. Alors, je touchais pas grand-chose, hein, je touchais peut-être 50, 100 euros sur des packs. Mais à 15 ans, enfin voilà, c'est quand même des sommes qui font plaisir. Bon, j'étais pas très intelligent à cet âge-là, c'est-à-dire que l'argent que je me faisais, je le lâchais dans League of Legends, tu vois, donc c'était pas très malin, mais déjà à ce moment-là, j'avais compris, je cernais le besoin des gens et j'arrivais à me positionner et à vendre des logos, etc. Et vous allez me dire, mais quel rapport avec le code? Et j'y viens. En fait, Call of Duty, il y a une période où je jouais beaucoup sur PC et puis même sur PS3. En fait, il y a une période incroyable où tu pouvais modder le jeu, faire des hacks, enfin des trucs assez marrants. Et c'est là en fait que j'ai commencé à tomber sur le code en réalité. Je me suis créé mes petits logiciels pour m'amuser sur Call of sur mon PC, changer des couleurs, etc. Et puis j'ai découvert donc du coup le principe du code. Hein. Et je me suis dit, je vais aller plus loin, ça m'intéresse. Et je suis tombé sur le fameux site du zéro. Donc ça a parlé à beaucoup de monde, qui est aujourd'hui Open Classroom. Et c'est comme ça que j'ai appris le code, en fait, tout seul, en me faisant des kiffs. Et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure façon d'apprendre aussi, c'est de faire quelque chose qui te fait kiffer. Alors, moi, j'ai bénéficié de cette chance-là de tomber sur le code à cet âge-là, parce qu'à cet âge-là, t'as que ça à faire. Et tu pouvais, mais moi, je faisais 14 heures par jour de code, quoi. Enfin, vraiment, j'adorais ça. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Donc, tu vois, finalement, les jeux vidéo m'ont mis là où je suis aujourd'hui, hein, clairement. Et ça, c'est grave cool. Ouais, les jeux vidéo et même tes sites, ça va, ils ont une certaine charte graphique. Donc, je pense que ton passé de graphiste a dû t'aider quand même. Ouais, ça doit jouer, je pense. Ça doit jouer. J'ai toujours été sensible à ça. Quand je bossais dans les agences web, etc., j'adorais bosser avec les UX, et trouver les problématiques et essayer de les résoudre ensemble pour que le parcours utilisateur soit très très fluide. Et c'est ce que j'essaye aujourd'hui de mettre dans mes business, dans mes solutions en ligne. Ouais, je fais attention à ça parce que c'est là-dessus qu'un client peut choisir d'utiliser ta solution ou pas, vraiment. Pour rebondir, tu parlais de kiffer. T'avais un rêve, toi, quand t'étais au lycée ou tu jouais juste comme ça, pour kiffer? Bah, à cette période-là, en réalité, des rêves de gamin. Enfin, tu vois, moi, j'ai toujours été passionné de voitures, de motos. Ça, c'est mon père qui me l'a transmis. Ok. J'ai toujours eu des rêves voilà, je veux m'acheter une grosse caisse. Des rêves un peu nuls entre guillemets, mais un peu communs à beaucoup de monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir réalisé certains de ces rêves. Mais c'est les rêves un peu matérialistes en fait, en réalité. Mais par contre, à force de faire même si c'était que des 100, 200 euros, tu sais, avec les logos, j'ai eu quelque chose, enfin, j'ai eu une envie de pousser le truc. Et j'ai vite rêvé, mais je sais pas si ça peut être un rêve, mais en tout cas, j'ai eu une envie très très forte de vite être indépendant, tu vois, de vite voilà, lancer mes trucs, vivre de mes trucs. Parce que moi, j'ai toujours eu un problème avec l'autorité, et donc ça a joué aussi dans mon choix de carrière, et donc j'ai voulu toujours essayer d'être solo et de pas me dire voilà ce qu'on doit faire, et d'être libre, de gérer mon temps comme je voulais. Donc c'était pas vraiment un rêve en tant que tel, mais c'est vite une envie très très forte qui est arrivée autour de mes 17-18 ans. Vraiment, genre je réfléchissais déjà. Ok, je savais que j'allais faire du CDI, mais je réfléchissais déjà à la next step en mode ok, comment je peux générer des revenus, comment éventuellement je peux développer ce que j'ai déjà pour être indépendant et vivre de mes revenus que je génère moi-même, quoi. Donc ça, c'est vite arrivé. Ouais, complètement. Ouais, ça, c'est un peu l'envie j'ai l'impression de tous, et c'est ça qui est, il y a cette motivation de chercher, générer des revenus, pardon. C'est vraiment la question ultime. C'est ça. Et d'ailleurs, justement, après le lycée, du coup, tu t'es mis à travailler directement ou t'as fait d'autres études?
J'ai fait alors des études. J'ai pas fait des études. Tu sais, j'ai pas fait HEC, j'ai pas fait ces écoles-là. Au contraire, moi j'ai toujours eu du mal en fait avec l'éducation nationale ou même les cours en tant que tels. Je pense que voilà, à mon avis c'est lié avec l'autorité justement. Ouais. Et en fait le truc c'est que donc j'ai fait des études. J'ai fait des études d'électronique pendant 2 ans. J'ai fait un BTS. C'était sympa, mais je me suis vite fait chier en réalité. Et ensuite, j'ai un pote à moi qui faisait du web aussi et qui a fait une licence professionnelle. Donc, je crois que c'est bac+3, si je dis pas de bêtises, dans le Oui, web. c'est ça, ouais, licence. Et il m'a filé le tuyau et j'ai fait cette licence. Et cette licence elle m'a marqué, pas pour le contenu de la licence, parce que en fait c'était du code que je connaissais déjà, honnêtement. Mais par contre, ça a été une licence pour le coup qui m'a marqué dans le sens où on était très libre de faire ce qu'on souhaitait. Donc tu vois, ça rejoint un peu l'autorité, être libre de tes choix et tout. Et en fait, ils nous mettaient sur des projets et on faisait vraiment ce qu'on voulait. Et ça, c'était vraiment cool. Et j'ai rencontré deux de mes amis proches aujourd'hui, qui sont encore très proches dans cette licence, qui sont développeurs aussi, hein, qui ont des business, qui sont indépendants, etc. Et c'est grâce à cette licence qu'on a eu la dalle de lancer des projets. Réellement, je pense que ça a poussé encore plus cette envie de créer des projets. On était fous, quoi. On lançait n'importe quoi. C'est à cette époque-là où j'ai lancé ma première entre guillemets un start-up avec un pote à moi dans la crypto que j'ai revendu par la suite. Mais vraiment, voilà, c'est comme quoi les études. Bon, j'ai jamais été un grand défenseur des études, mais pour le coup, cette licence-là m'avait vraiment marqué dans ce sens. Ouais. Ouais. Et cette licence, elle avait un certain poids, même si tu voulais postuler dans des grandes boîtes, par exemple, ou c'était plus, Alors là, ça me fait rire parce que, alors pour le coup, c'est une licence qui est inconnue. C'est une licence, c'est sur Lens en fait. Donc moi, je suis du nord de la France. Hein. C'est sur Lens, donc vraiment, déjà, t'arrives chez Facebook, tu dis que t'as fait une licence à Lens. Bon, ils vont te dire, bah t'es qui, vraiment. Mais c'est en fait, et pourtant, tu vois, c'est une licence qui aujourd'hui forme des gens qui sont super doués, qui sont techos, mais vraiment puissants. Et c'est une licence qui est pas mise en avant. Vraiment, c'est la licence. Alors, je crois qu'elle s'appelle toujours comme ça. Je vais la nommer. Hein, peut-être que ça va parler à des gens. C'est la licence CréaWeb à l'UIT de Lens. Je m'en souviens très très bien. Et c'était vraiment cool, quoi. Vraiment. ouais, Vraiment cool. vous étiez vraiment libre et je pensais que c'était un peu comme l'école 42. Bah, c'est peut-être le cas, c'est peut-être un peu la même chose, mais c'est peut-être moins réputé ou c'était peut-être moins réputé à Ah oui, l'époque. bah c'est clairement moins réputé que l'école 42, ça c'est clair. Mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que oui, ça se rejoint un peu dans la philosophie. Enfin, en tout cas, à l'époque, moi, quand j'ai fait la licence, c'était comme ça. On était vraiment libre. On nous donnait des sujets. On choisissait les sujets. Et je me souviens très bien ils avaient organisé un marathon. Alors, ça se fait beaucoup maintenant, mais en gros, un marathon je crois que c'était 48 heures ou 24 heures, je sais plus, de code. Et donc, je me souviens très bien que, bah voilà, les organisateurs, ils avaient commandé, je sais plus, genre 70, 80 pizzas et tout. Enfin, c'était une ambiance vraiment très start-up comme tu pourrais trouver dans les films, etc. Et on devait créer des projets sur des sujets qu'on souhaitait. Et puis voilà. Puis notre projet de fin d'année, bon, on choisissait le sujet aussi. Nous, on avait choisi la crypto. Donc, ça n'a rien à voir avec le projet de start-up que j'avais lancé. C'était encore un autre truc. Mais ouais, non, j'en garde un très très bon souvenir. Ouais. Ok. Donc oui, la première société que t'as créée, donc avec tes amis que t'avais rencontrés à cette époque, c'était dans la crypto. Après, qu'est-ce que t'as fait? Comment ça s'est un petit peu amorcé? Tu vas peut-être pas dire tous les projets que t'as fait, à part si vraiment tu veux, mais c'est comme tu veux. Après, ouais, comment t'as fait, ouais, dans l'ordre chronologique un peu? Ouais, bien sûr. Alors c'était une licence professionnelle, hein, du coup pour continuer sur les expériences professionnelles. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas été plus loin là-dessus, mais en gros, du coup, elle était en alternance. Donc le vrai défi de cette licence, c'était de trouver une entreprise qui voulait bien de moi, dans le sens où moi j'avais pas fait d'études d'informatique avant. C'était l'électronique. Attention, l'informatique et l'électronique, ça se ressemble sur beaucoup de points, mais c'est un cursus totalement différent. L'électronique, tu vas venir souder les trucs sur ta carte. L'informatique, c'est plus de la programmation, etc. Et moi, le vrai défi que j'ai eu à ce moment-là, c'était de trouver une agence. C'était une agence web. Moi, je voulais une agence web à ce moment-là qui voulait bien de moi en alternance pour pouvoir faire cette licence. Et je suis tombé, donc j'ai bossé dans une agence web que je vais pas dire le nom parce que ça s'est pas très bien passé. Encore une fois, un problème d'autorité où en fait j'ai vite compris parce que je touchais donc 800 € en alternance. Je crois que c'était ça. Donc tu vois vraiment, tu touches pas grand chose à ce moment-là. Et en fait, j'étais dans une équipe, c'était une grande équipe.
et les gens étaient, tu sais, se laisser aller, enfin laisser le temps couler. Ils étaient pas motivés par un truc et tout. Et j'en garde un très mauvais souvenir de cette agence web. Vraiment, c'était vraiment pas un bon moment. Les gens, enfin, je te dis, se laissaient couler. Donc j'ai fait ça. Ça a été ma première vraiment expérience professionnelle où j'étais payé en vendant mon temps de manière officielle. Tu vois, genre quand je vendais des logos à 15 ans, on me payait par PayPal, c'était pas déclaré. Enfin voilà, coucou l'URSSAF. Mais voilà. Et là, ça a été ma première vraie expérience professionnelle. Ça a duré 1 an, le temps de ma licence. Et ensuite, ensuite j'ai continué dans des agences web, dans une agence web. Donc une agence web, là pour le coup, je vais la citer parce que ça s'est bien passé. Sur la fin un peu moins, mais je veux dire ça s'est quand même bien passé. Donc c'était l'agence Telmedia qui est basée aussi dans le nord de la France. C'est une agence qui est spécialisée dans les solutions pour tout ce qui est collectivité, toutes les communes, etc. Et là j'ai vraiment appris grâce à un lead développeur encore plus la technique. J'ai vraiment développé des skills. J'ai rencontré aussi des amis que je connais encore très bien aujourd'hui. J'ai fait cette agence web, mais en fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que la vraie expérience qui a changé mon regard sur le business, elle est arrivée juste après cette agence web. En fait, pendant les agences web, j'avais jamais accès aux chiffres de la boîte, j'avais jamais accès à la croissance, au marché, etc. Et puis après cette boîte, j'ai rejoint, je pense que vous le connaissez peut-être ou pas, donc j'ai rejoint Yann de Koopman, qui est quelqu'un de connu dans le SEO. Ouais, j'ai déjà entendu moi. Voilà, et qui a une boîte en fait d'affiliation dans les gens en ligne, etc. Donc qui s'appelle North Star Network, qui est aujourd'hui une très très grosse boîte. Et j'ai rejoint cette boîte là, voilà, pour changer. J'en avais marre des agences web et je voulais rejoindre plus une boîte qui avait pour orientation de développer ses propres solutions en interne. Et en fait, quand je suis arrivé là, j'ai eu un déclic de ouf. Vraiment, genre, j'ai eu le déclic. J'avais accès à tous les chiffres. Ça parlait vraiment en très très gros chiffres. Pour le coup, de toute façon, tout est public, vous pourrez aller checker. Et en fait, j'ai fait 1 an avec eux. Donc, ça a été 1 an où j'ai encore plus développé mes skills. Mais j'ai aussi développé ma vision business grâce à Yann et grâce aux équipes qu'il y avait chez North Star. Et en fait, au bout d'1 an, je suis parti. J'ai décidé de me mettre en indépendant. J'ai fait du freelance chez les grands comptes. Et là, mon mode de vie, j'ai fait x6 sur mes revenus, parce que quand t'es à ton compte, c'est pas pareil que quand t'es en CDI, c'est-à-dire que tu comptes pas tes heures. C'était un moment où je faisais 80-90 heures par semaine comme un acharné. Je faisais que ça. Et du coup, ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent avec la prestation. Et puis on arrive enfin à l'époque. Donc ça, j'ai fait ça pendant, je dirais 1 an ou 2. Et puis on arrive à l'époque où j'ai commencé mes premiers projets, vraiment les projets que vous connaissez aujourd'hui, donc Affilisting. Donc là, c'était en 2021-2022. T'avais quel âge à peu près pour resituer ouais, donc 25. Écoute, j'avais 24-25 ans quand j'ai lancé vraiment Affilisting et puis depuis ce jour, j'ai pas arrêté de lancer des tools dans ces domaines-là, quoi. C'est voilà, donc à peu près j'ai pas fait tous les projets parce que sinon je pense que le podcast il durerait beaucoup trop longtemps. Mais Affilisting, ça a été le vrai premier projet qui a marché et qui m'a rapporté aussi de l'argent dès le début. J'étais rentable dès la première soirée et voilà, quoi. Yes. Avant de revenir sur les projets, donc les projets que tu as actuellement, donc Affilisting plus les autres, est-ce que au moment où tu étais freelance, est-ce que tu as pris beaucoup d'XP aussi? Je veux dire, tu as appris beaucoup en compétences vu que tu as charbonné pas mal, donc je pense que tu as vraiment pris un bon niveau encore plus en dev, je pense. Ouais, en fait, ce qui était vraiment très intéressant dans ces expériences, si tu préfères, c'est que donc dans les petites agences web où j'étais avant, même chez North Star à l'époque, attention, c'est vraiment plus le cas aujourd'hui, mais c'était des process très start-up où en gros tu dois shipper très très vite. Il n'y a pas de structure de code, il n'y a pas de test unitaire, ça parlera aux développeurs, il y a pas tout ça. Et je suis arrivé, donc j'ai fait une mission de rencontre chez Noroto au début. C'était la première mission Presta que j'ai fait. J'ai fait ça 6 mois. Et en fait, là, t'arrives chez les grands comptes et c'est pas du tout le même game. C'est-à-dire que tout est structuré, le code il doit passer par X validation en amont et tout. Et donc là, je dirais que la Presta, alors je pense que j'ai fait dans le bon sens, c'est-à-dire que j'ai fait des startups, j'ai fait des petites boîtes avant pour vite apprendre des choses, pour vite ship. Et j'ai fini par les grands comptes, ce qui m'a permis de structurer tout ce que je connaissais et de gagner du temps finalement grâce à la structuration, les process, etc. Et donc j'ai vraiment développé mes skills grâce à la Presta. Et pour te dire, j'en fais encore aujourd'hui en minime, comme je disais au début du podcast, et j'apprends toujours.
Ok. Et ouais, du coup là, donc t'es passé ta première boîte un petit peu après donc la crypto, donc c'était Affiliesting, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, Affiliesting, donc j'ai lancé ça, je te disais donc en 2022. Donc, Affiliesting, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Donc, c'est une solution qui permet de trouver son programme d'affiliation à travers 17 000 programmes aujourd'hui et environ 700 niches en moins d'une minute. Donc, c'est-à-dire que tu arrives, tu renseignes tes critères et on va te proposer des programmes d'affiliation qui matchent avec tes critères. Ça en fait, Affiliesting, c'est né d'une problématique que j'ai eue moi-même. Il y a un moment, je me suis un peu lancé dans le business de l'affiliation, l'édition de sites, l'affiliation, etc. Grâce à Northstar, puisque eux faisaient ça. Donc ça m'avait donné envie de faire ça. Et j'avais toujours du mal à trouver les programmes, les plateformes d'affiliation. J'avais du mal aussi. Et donc du coup, j'ai commencé à scraper un peu le web et à me dire, en fait, cette liste que je suis en train de faire, je vais la vendre. Et c'est en fait c'est né comme ça, c'est né d'un besoin. Souvent c'est ça, hein. Ça naît d'un besoin qui est propre. Et puis je l'ai commercialisé. Et puis ça a été un succès dès le premier soir. Je parle de soir parce que je l'avais sorti en soirée, hein, c'est pour ça. Ok. Et puis voilà. Et aujourd'hui, Affiliesting en quelques chiffres pour comme ça, les gens peuvent se rendre compte, c'est environ 3000 utilisateurs. Il y a eu 60 000 inscriptions à un programme d'affiliation. Donc ouais, ça commence à grossir et et le domaine de l'affiliation, développer des solutions dans le domaine de l'affiliation, c'est aujourd'hui le truc qui me fait le plus vibrer. Ouais. Ok, ouais, c'est un peu comme un annuaire pour retrouver toutes les C'est ça, affiliations possibles. C'est ça, tu as bien expliqué, il y a une différence à faire, hein, c'est que tu as les plateformes d'affiliation qui, eux, sont un logiciel de tracking de vente, etc. Et on en parlera, si tu veux, de ce sujet-là, parce que je vais tendre vers ça peut-être plus tard. Mais Affiliesting, c'est un annuaire. C'est un répertoire de programmes classifiés qui sont ajoutés soit par les annonceurs eux-mêmes, donc on a aussi une monétisation de ce côté-là. C'est-à-dire qu'en gros, l'éditeur va payer une licence à vie qui coûte aujourd'hui $99 et il aura accès à vie à tous ces programmes. Et puis de l'autre côté, les annonceurs peuvent ajouter gratuitement leur programme d'affiliation et payer des options d'advertising, donc qui vont de $99 à $1000 à $10 000. Enfin voilà, il y a des contrats qui se font avec des grosses boîtes pour être en avant sur la plateforme. Voilà. Ok. T'avais parlé au début d'un projet Jarside. Du coup, tu Ouais. veux nous expliquer un petit peu? Ouais, alors Jarside, c'est un projet que j'ai lancé en janvier 2023. Donc c'est un projet autour de l'intelligence artificielle. C'était l'année de l'IA, c'était 2023. On est encore dedans, hein, bien sûr, Bien sûr. mais j'ai lancé ce projet en début 2023. Donc c'est ni plus ni moins qu'un énième logiciel qui permet, enfin en tout cas SaaS, qui permet de générer des contenus optimisés SEO de manière automatique en utilisant les technologies d'OpenAI. Donc c'est un projet qui a bien marché sur l'année, mais par contre voilà, j'ai fait une annonce début de semaine où voilà, j'annonçais que j'arrêtais le projet donc fin février, le projet va s'arrêter, sauf s'il y a un repreneur. Donc bon, j'ai eu quelques entretiens. D'ailleurs, juste avant le podcast, j'étais avec une société qui serait prête éventuellement à racheter le projet. Bon, c'est en discussion, mais voilà. Donc ça, c'est un projet que je vais vendre, dont je vais me séparer parce que comme je disais tout début du podcast, moi je me considère comme solopreneur, c'est-à-dire qu'en fait tous les projets dont je vous parle, je suis tout seul. Alors des fois je fais appel à des freelances pour des solutions bien, enfin pour des projets bien précis, mais je suis solo et donc du coup comme Affiliesting est en train de grossir et que j'ai vraiment des visions très très long terme sur Affiliesting, je peux pas être partout et donc du coup Jarside, j'ai décidé de m'en séparer pour développer encore plus ma solution principale, surtout que voilà, l'IA, je pense que vous le savez, ça avance très vite et si t'es pas à fond dessus, tu vas prendre un retard qui va s'accumuler et ta solution va tout simplement périr à force. Donc voilà. Ah, complètement. Et tu peux nous expliquer simplement comment on vend une entreprise? Un Ouais, alors logiciel, un bon. SaaS? Ouais, bien sûr. Alors après, moi, je vends pas forcément d'entreprise parce que tu sais, quand tu dis vendre une entreprise, ça peut paraître voilà, le mec il va vendre une société plusieurs millions, etc. Enfin, voilà, Oui. il y a une dimension. Hein. Attention, moi, je vends le projet, je vends pas mon entreprise, Ok. mais c'est le même délire en réalité. Comment ça se passe? Ben là, pour le coup, moi, j'ai pris le choix d'annoncer publiquement la fin du projet
en faisant une passe décisive à de potentiels repreneurs, et ça a marché puisque cette semaine j'ai vu pas loin de 15 personnes, hein. Donc c'était une semaine où je répétais 3 fois mon speech. Enfin c'était assez hardcore, mais vraiment cool. Et en fait, comment ça se passe? Concrètement, il faut absolument arriver avec des slides, avec quelque chose de concret, de précis, des chiffres qui parlent vraiment, voilà, les bons chiffres comme les mauvais. Il faut surtout afficher les mauvais, c'est ultra important. Et puis être clair sur ce que tu vends, sur ce que le repreneur va récupérer. Je fais une petite parenthèse là-dessus, hein, si jamais il y a des personnes qui sont en train de vendre un business et qui nous écoutent, soyez très très précis sur ce que vous ne vendez pas. Moi, par exemple, avec Jarside, j'ai vraiment précisé que la migration du projet, c'est pas moi je m'en occupe pas. C'est-à-dire que c'est la personne technique du repreneur qui va s'occuper de la migration de A à Z. Et D'accord. ça, c'est des points qu'il faut vraiment faire attention, parce que souvent, quand tu vends une boîte ou quand tu vends un projet, ils vont essayer de te faire signer ce qu'on appelle l'assistance pendant 1 an. Donc, en gros, tu es salarié pendant 1 an de ton propre projet, le temps de faire la transition. Alors ça, c'est souvent le cas sur des projets qui valent plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais en gros, après, tu es prisonnier pendant 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Moi, je connais quelqu'un qui a vendu sa boîte. Alors, je ne le connais pas directement, je le connais par mon entourage, qui a vendu sa boîte environ, c'était 20 millions d'euros, un truc comme ça, dans l'hosting. Mais le problème, c'est qu'il a signé un contrat où il est 5 ans salarié de sa propre boîte, le temps de faire la migration. 5 ans dans une vie, c'est beaucoup. Alors, même si tu as un très gros salaire, etc., voilà. Donc, soyez toujours clair dans ce que vous voulez vendre, et ne cédez pas à des offres qui peuvent être assez alléchantes, où derrière, en fait, on vous prend du temps. Vous allez peut-être gagner de l'argent, mais peut-être que vous, ce que vous voulez, c'est vendre votre projet et être tranquille pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est mon cas aujourd'hui. Donc voilà, soyez vraiment clair dans ce que vous listez dans vos ventes, et ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Voilà. Et surtout, si on n'aime pas l'autorité, du coup, ça complète encore plus. Ouais. C'est vrai, t'as tout dit, ouais, exactement. Et ça ressemble un peu à une levée de fonds, mine de rien, un petit peu la vente sans quelques parties, mais ça ressemble un petit peu à une levée de fonds pour présenter un petit peu le projet, les chiffres, etc. Alors en fait, moi j'ai jamais fait de levée de fonds, et je sais pas si j'en ferai un jour, honnêtement. Peut-être que oui, peut-être que non, ça l'avenir me le dira, mais j'imagine que oui. En fait, tu vas pitcher ton projet, parce que dans tous les cas, tu vas devoir le présenter aux investisseurs ou aux repreneurs. Moi, je le pitch à des repreneurs. Après, forcément que les chiffres, ils seront pas vus de la même manière. Un investisseur, il va voir le profit à très court terme, le repreneur également, mais avec une autre dimension où lui, il va tout de suite penser à combien ça va lui coûter directement quand il va absorber le projet, combien ça va lui rapporter directement, alors qu'un investisseur, il va plus se positionner comme un allié et comme, OK, comment on peut faire évoluer les choses. Mais dans tous les cas, oui, tu dois pitcher ton projet, et tu dois savoir le faire, et voilà, il faut que ça dure 10-15 minutes, grand maximum. Et les chiffres, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient visibles, bien visibles, et surtout, et je le redis, des mauvais chiffres. Ça, c'est vraiment, parce que si tu ne mets pas en avant ces mauvais chiffres, ça peut te poser des problèmes plus tard. Tu sais, c'est comme quand tu vends une voiture. Si tu fais des vis cachées, plus tard, tu peux avoir des soucis. Donc, vraiment, et puis même, ça donne une relation de confiance qui est importante, surtout quand tu cèdes un projet ou quand tu accueilles des investisseurs. Donc, voilà. Jouer la transparence. Voilà. Ouais, t'as raison. Et même pour avoir peut-être une bonne réputation aussi, si par exemple, t'as d'autres projets et que c'est un milieu, je pense, tout le monde un petit peu se connaît, donc ça permet un petit peu d'avoir une bonne réputation, mine de rien. Oui, t'as tout dit, c'est ça, tout va ensemble, c'est ça. Ok. Et du coup, t'as arrêté Jarside aussi, peut-être pour te consacrer à tes autres projets aussi, ou t'as peut-être un futur projet encore qui va arriver, ou c'était plus pour avoir plus de temps, donc pour les projets qui existent déjà? Justement, alors c'est ce que je disais plus ou moins, c'est que là je me suis vraiment dégagé du temps sur Affilisting, donc pour développer la solution. Mais en fait, il va y avoir une sorte alors c'est en cours d'étude, hein, je suis en train d'étudier le marché, mais il va y avoir en fait d'autres outils qui vont graviter dans Affilisting et qui vont permettre aujourd'hui de soulager les affiliés de plusieurs problématiques qu'on rencontre. Je parle notamment de la transparence. En fait, aujourd'hui, quand on fait de l'affiliation, la transparence des plateformes d'affiliation, elle est compliquée. Des fois, on se fait refuser des commissions, on ne sait pas pourquoi. Voilà, il y a des choses à faire. Et moi, ce que je rêverais de faire, parce qu'on parlait des rêves tout à l'heure, c'est de créer la solution de la plateforme d'affiliation idéale, aussi bien pour les affiliés que les annonceurs, et que ce soit une plateforme d'affiliation qui soit vraiment efficace.
Ça, c'est un autre business qui est beaucoup plus compliqué pour le coup. Et c'est pour ça aussi que je me dégage tout ce temps-là, c'est pour éventuellement étudier cette possibilité-là. Mais après, c'est parce que Affiliate Listing demande aussi, commence à demander pas mal de temps sur le développement des annonceurs, etc. Donc, je voulais me concentrer vraiment là-dessus. Ok. Et jusqu'à présent, est-ce que tu as eu une personne ou des personnes ou un mentor, des gens qui t'ont inspiré un petit peu pour ton parcours? Alors j'ai eu, j'en parlais avant, j'ai eu donc sur l'aspect professionnel des gens qui m'ont inspiré, j'en ai côtoyé beaucoup. Que ce soit Yann de Kopman dont je parlais avant, mais que ce soit aussi les personnes que j'ai rencontrées pendant ma licence qui m'inspirent tous les jours encore aujourd'hui. On est très proches et on a un groupe privé sur Slack, on se partage nos avancées. Pour la petite anecdote, on a un groupe donc groupe privé sur Slack qui est vraiment on est 3-4 dessus, les potes de licence quoi. Et en gros on a plugué sur un channel Slack. À chaque fois qu'on fait une vente, on a une notif et en fait on se challenge comme ça. Bon, en ce moment, c'est moi qui fais plus de ventes, donc les gars vont devoir se bouger. Mais voilà, et donc ça, c'est ces personnes-là qui m'inspirent au jour le jour, que ce soit par leur vie personnelle, parce qu'on se connaît très bien, que ce soit par leur vie professionnelle, et puis sur le côté perso, c'est mes parents, hein, vraiment, c'est mes parents, mon père, ma mère. Pour le coup, mon père m'a inculqué beaucoup de valeurs aujourd'hui, et voilà, parce qu'en fait, mon père, pour faire simple, mon père vient d'en bas, en fait, d'un milieu très pauvre, hein, vraiment. Ils étaient beaucoup dans leur famille, ils se partageaient les paires de chaussettes, enfin, tu vois, le délire un peu hardcore. Okay. Et il a réussi à s'élever à sa manière dans la société via le CDI, pour le coup, hein, via le salariat. Il est passé de très pauvre à revenu moyen. Et moi, à mon tour, donc c'est pour ça que je suis très fier de lui. Et c'est un modèle pour moi, vraiment. Et moi, à mon tour, c'est à moi de passer de la classe moyenne à la classe méga riche. Voilà, bon, c'est bien sûr, c'est imagé, mais voilà, donc c'est ces personnes-là qui m'inspirent tous les jours, et c'est pour ça, bien sûr, que je fais tout ce que je fais. Je passe ma copine aussi. Enfin voilà, tout mon entourage proche. C'est pour ça que je bosse autant aujourd'hui. C'est pour eux, pour leur faire plaisir. Voilà, quand je fais pleurer ma mère quand je lui offre un cadeau, pour moi c'est le symbole de la réussite parfait. C'est pas avoir la dernière M3 ou ce genre de truc qui me fait kiffer. C'est vraiment genre repartager ça aux gens qui ont souffert, tu vois, dans mon entourage, et c'est pour ça aussi que je bosse à fond aujourd'hui, quoi. Super, bravo à toi en tout cas. Ben, merci. Ouais. On a les mêmes valeurs, je pense, nous trois, mine de rien, avec ce que tu es en train de dire, et ouais, c'est vraiment beau. Et du coup, là, je sais que tu as d'autres projets, donc tu as, comment ça s'appelle, excuse-moi, Clank App et Linkazoo. Ouais. Et donc là, je pense que tes journées sont bien chargées, et je me demandais, est-ce que tu as des passions à côté, ou comment tu répartis ton temps, parce que mine de rien, ça doit faire vraiment beaucoup de choses à faire, et pour gérer vie pro et vie personnelle aussi, et passion. Là, j'ai un peu tout mélangé, mais pour les trois choses. Je comprends. Ouais, bien sûr. Non, mais ouais, ça prend du temps. Après, voilà, quand t'es dev, t'as la chance de pouvoir un peu automatiser certaines tâches redondantes. Ça me fait énormément gagner de temps. Surtout, en fait, l'IA m'a apporté beaucoup de choses là-dessus aussi. Dans mes process, je gagne beaucoup de temps là-dessus. Après, voilà, donc tu parlais de Clank et Linkazoo, c'est plus des projets passion, justement. Et ça va rejoindre ta question, c'est qu'en fait, ma passion, c'est mon travail en réalité. Mais des fois, j'ai des projets comme ça où je gagne pas forcément d'argent. Par exemple, Linkazoo, je ne gagne pas un rond. Je ne gagne pas 1 euro. Et pourtant, il y a des utilisateurs qui sont là. Donc, c'est une solution qui permet de monitorer ces backlinks, hein, c'est très simple. Il y a des plans payants, mais en fait, le plan gratuit, je me rends compte qu'il était largement suffisant pour tout le monde, et c'est pas forcément un projet que je vais rendre payant. Et en fait, mes passions sont vraiment ça. Alors après, bien sûr, à côté, je parlais d'automobile. Voilà, j'aime vraiment ça. La moto aussi, je suis motard, tu vois. J'ai beaucoup de choses, le sport, alors que je devrais reprendre, mais parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps. C'est l'excuse un peu, hein, bien sûr. Mais voilà, donc non, j'arrive vraiment à faire l'équilibre entre vie perso et vie pro, justement parce que comme je suis vraiment solo sur mes projets, c'est ça aussi que j'aime bien avec le soloprenariat, c'est que tu vas gérer ton temps comme tu veux. Et tu vois, j'adore encore les jeux vidéo aujourd'hui. Tu vois, par exemple, je torpille Diablo 4 en ce moment. Mais tu vois, pour autant, j'arrive à gérer mon temps, et je pense que c'est important ça fait bateau, mais d'avoir cette fissure entre perso et pro. Parce qu'il y a un moment, j'étais vraiment dans le pro à fond, et je délaissais beaucoup de choses. Ça a eu des impacts, hein, forcément perso. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, l'idée, c'est que c'est important d'être structuré à ce niveau-là et de s'octroyer des plaisirs, même si c'est des trucs cons, mais vraiment, perso, pro, faut différencier.
Mais donc oui, pour te répondre, j'arrive à avoir du temps perso, à dormir et à kiffer, ouais. Après, t'as un petit peu le joker, vu que t'es dev, de pouvoir automatiser pas mal de choses à rapport un petit peu au commun des mortels, comme mine de rien. Ouais, c'est ça. Ben c'est un avantage. Hein. Tu peux automatiser beaucoup de choses qui avant me prenaient un temps fou. Et puis tu vois, c'est vrai que d'extérieur, on peut se dire, mais le mec, il a 4-5 projets, comment il fait? Ben j'industrialise. Hein. C'est-à-dire que la plupart, le socle de base en fait de mes projets, c'est le même. Quand tu regardes un peu les différents projets, tu vas retrouver une patte. Juste même au niveau de l'UX, c'est parce que c'est les mêmes composants que je vais réutiliser. J'industrialise un peu mes projets. Et puis voilà, je gagne du temps, j'essaie d'être intelligent là-dessus, et puis voilà. Super. En tout cas, merci à toi avec cet échange, c'était top. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander qui pourrait potentiellement passer dans le podcast Sans Filtre? Ouais, j'ai une personne, alors il est peut-être déjà passé, mais je sais pas, donc je vais quand même tenter. C'est Paul, le fondateur de Low Fruits. Qui est, je vous mettrai les infos après si vous voulez, mais en gros c'est une solution qui permet de trouver les meilleurs mots-clés, etc. Et c'est une personne avec qui j'échange. Lui, pour le coup, c'est un entrepreneur. Je pense qu'il a encore plus de choses à dire que moi. Je pense que même en termes de chiffres, etc., si on veut parler chiffres, il fonctionne beaucoup plus que moi. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours eu une relation très cordiale. On se fait des calls de temps en temps pour parler un peu des SaaS, hein, parce que voilà, c'est vrai que j'ai pas prononcer le mot SaaS beaucoup de fois dans le podcast parce que je trouve que c'est un mot qui est devenu un peu trop à la mode à mon goût, mais voilà, on a cette problématique, on a des problématiques communes de scaling, d'encaissement d'argent, de comptabilité, enfin voilà, des choses que tu as pas forcément quand tu fais du dropshipping par exemple, ou en tout cas c'est pas les mêmes problématiques. Et puis même voilà, on prend des nouvelles de temps en temps, et c'est une personne, je pense que ça peut grave être intéressant de l'avoir en podcast s'il est open, hein, bien sûr, et puis je vous filerai ces infos. Hein. Ouais, avec plaisir. Et c'est marrant que tu me parles de Low Fruits parce que j'ai pris, du coup, quand il y avait le Black Friday, j'ai pris l'abonnement pour un an. Et du coup, je me sers aussi de Low Fruits, du coup. Ah, c'est cool, hein, moi j'aime bien cet outil. Ok. Et du coup, comment les auditeurs, ils peuvent te suivre? Je sais que tu es sur Twitter. Est-ce que tu as d'autres, peut-être, réseaux, ou sur YouTube, peut-être, ou peut-être pas? Non, je suis principalement sur Twitter, c'est mon seul réseau où je communique sans langue de bois, sans filtre, hein, pour reprendre le titre du podcast. Voilà, je parle de tout, je parle de mes rentrées d'argent, je suis assez transparent là-dessus, je parle des difficultés que je peux avoir, des fois il y a même des tips techniques qui valent de l'or. Enfin voilà, il y a des choses. Après, je suis pas vraiment, je suis pas forcément en train de build une communauté ou autre. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse. C'est plus vraiment du perso, du pro, mais sans vraiment avoir une intention de vendre derrière. Alors bien sûr, quand il y a des codes promo et tout, je l'affiche, mais voilà, c'est plus chill, tranquille. Et puis voilà, je suis vraiment actif sur Twitter, mais pas ailleurs. D'accord, on te retrouve sur Twitter avec donc du coup comme nom Guillaume Souillard, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok, super. Donc pour nos auditeurs, on vous mettra bien sûr le lien dans la description. C'est ça, la photo de profil, c'est la tête de mon chien, donc. D'accord, ouais, ok. Ok, c'est pas toi. Ouais, c'est ça, ouais, non, c'est pas moi. Ok, vous inquiétez pas du coup. Ok, super. Et du coup, pour terminer, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est toujours avoir aussi un impact positif pour en tirer toujours quelque chose de positif. Est-ce que tu as un mot de fin pour terminer ce podcast? Pas vraiment, pour être honnête, parce que en fait tous les mots de fin qui me viennent, c'est les mots basiques que tout le monde connaît. C'est croyez en vous, faites les choses que vous voulez faire, etc. Moi, j'ai juste envie de dire faites, voilà, faites, et puis vous verrez. Mais c'est très bien, et c'est sûrement la règle numéro 1 et la règle de base qu'il faut avoir. C'est ça. Merci à toi. À plus. Ben merci à vous, c'était grave cool. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. J'espère que l'épisode t'a plu et que ça t'a donné envie d'en savoir plus. N'oublie pas de partager ce podcast si tu l'as aimé et abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Rendez-vous lundi prochain dans le podcast Sans Filtre.